Bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui étaient déjà là ce matin. Monsieur le coach, ici, au milieu, je vous y invite. Bienvenue à la Maison de la Radio 104, c'est un autre terrain de jeu avec des vibrations qui parfois sont proches de celles des sportifs de haut niveau pour les grands musiciens qui se produisent sur cette scène. On est ensemble pour 40 minutes, on va faire une demi-heure de masterclass, comme on dit. Vous allez nous raconter comment est-ce que vous réalisez une préparation invisible. Et puis ensuite, je vous invite d'ores et déjà à réfléchir à certaines questions que vous aimeriez poser à Christophe Galtier, puisque vous pourrez le faire dans les 10 dernières minutes de cette masterclass. On l'a intitulé la préparation invisible, Christophe Galtier, parce que lorsque l'on regarde des matchs de football, lorsqu'on assiste à des entraînements de football, on voit des mises en place tactiques, on voit des entraînements physiques, mais à nous, grand public, nous échappe ce que cette préparation invisible requiert. C'est du mental, c'est de la gestion humaine, c'est de la data, c'est de l'alimentation, c'est tout un tas de sujets qui ne se voient pas et qui pourtant sont essentiels. D'abord, j'aimerais que vous me racontiez pourquoi, alors que vous étiez joueur, vous vous êtes dit « entraîneur, ça c'est un métier qui m'intéresse ». Tout d'abord, bonjour à tout le monde, merci de m'accueillir ici. C'est assez impressionnant quand même, Studio 104. Merci Nathalie pour ce, moi, ce si grand moment de je fais pression. Plaisir, vous savez. Mais bon... Alors, si vous voulez, nous parlerons du climat. Si Cher vous monsieur. voulez, nous parlerons du climat. La parole est ouverte ici, mais elle est ouverte et elle se respecte. La vôtre comme la nôtre, si vous le voulez bien. Bien évidemment. Je vais répondre à ce monsieur. On répondra Nathalie. tout à l'heure à votre question, monsieur. Je vous encourage à la poser. Dans le respect de la parole et du dialogue. Merci à vous. Cher monsieur, ne confondez pas l'humour, peut-être déplacé ou mal placé, et le non-respect de la planète. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Je fais très attention. Je viens de faire en 2 jours un aller-retour. Pas du tout. Par la SNCF pour entrer voir mon fils qui se faisait opérer, cher monsieur. Ok? Donc, ne pensez... Cher monsieur, je n'ai rien fait venir. J'ai préparé mon équipe pour qu'elle puisse gagner. S'il vous plaît, monsieur, je vous encourage à poser des questions, mais pas à faire de l'invective, parce que c'est pas comme ça qu'on avancera. Ces questions que vous posez sont essentielles et elles doivent être posées. Merci à vous. Merci pour votre accueil. Oui, je vous avais dit, c'est impressionnant le studio de la maison, le studio 104. Merci pour votre accueil. Donc on a dit des je ne m'étais pas questions. préparé. Voilà, on a dit des questions. Plutôt des questions. Donc, votre question, Nathalie. Merci pour tout. Hein. Le job. Comment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, de joueur, je vais passer entraîneur? Très rapidement, à l'âge de 16 ans, tout d'abord, très jeune, j'ai rencontré un entraîneur extraordinaire qui s'appelait monsieur Célestin Oliver, qui avait participé à la Coupe du Monde 58, qui était un international français, qui a été mon entraîneur pendant 2 ans en sport-études, et qui m'a conseillé très rapidement de pouvoir passer mes premiers diplômes le plus tôt possible. Et à 16 ans, j'ai passé mon premier diplôme, qui était à l'époque initiateur, et je l'ai passé à 16 ans, je l'ai réussi, et tout au long de ma carrière, je me suis projeté sur ce que devait être la suite post-carrière. Et très rapidement, avec évidemment 3 personnes à mes yeux importantes, M. Célestin Oliver, M. Gérard Banide. Vous savez qu'il y a un jeu à l'entraînement qui s'appelle le jeu Banide, qui m'a donné le goût de l'entraînement, de l'exigence de l'entraînement. Racontez-le, ce jeu Banide, parce que le jeu Banide, c'est un un petit terrain où les joueurs jouent à 5 contre 5 et il y a des appuis offensifs sur les côtés et derrière les buts. Il y a une dominante, évidemment, ludique, technique, tactique, mais aussi physique. On y travaille tout dans ce jeu, et c'est le jeu Banide. Et on en fait beaucoup, et les joueurs sont très friands du jeu Banide. Et une 3e personne qui a été à la fois mon formateur, et qui a été mon entraîneur, et j'étais aussi son adjoint, c'est Gérard Gilly. Ces 3 personnes-là m'ont donné rapidement l'envie de me préparer à une carrière d'entraîneur. Vous êtes donc devenu entraîneur assez rapidement. Vous avez commencé dans l'ombre d'abord, comme adjoint.
Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, la notion d'entraîneur ne peut pas aller sans la notion de manager, c'est-à-dire ces personnalités-là, les avoir ensemble, les mettre ensemble, acquérir une dimension qui dépasse la tactique que vous pouvez exiger de vos joueurs en fonction des matchs? Au tout début, quand j'ai pris mes fonctions en tant qu'entraîneur adjoint à l'Olympique de Marseille, automatiquement, j'étais sur l'aspect technico-tactique, l'exercice qui doit être bien exécuté. Et évidemment, j'ai vite basculé sur ce que doit être la relation entraîneur-entraîné. Elle ne peut pas être que technique, physique ou tactique. Il doit y avoir une relation humaine. Et j'apporte beaucoup d'importance à l'humain. Une équipe, un vestiaire, c'est l'association de différentes personnalités. Et à partir du moment où vous avez différentes personnalités, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas les aborder de la même manière. Il doit y avoir un fil conducteur sur ce que doit être l'exigence du métier, sur le respect des principes, les règles de vie, ce que doit être un projet de jeu, ce que doit être la vie du vestiaire. Mais après, et surtout, il y a, avant d'être un joueur, on a un homme en face, c'est une association d'hommes, et là, il faut, vous ne pouvez pas, on ne peut pas, et on ne doit surtout pas penser que je peux vous parler, à vous Nathalie, comme je peux parler à une autre personne. Les joueurs sont différents, les personnalités sont différentes, ils ont chacun leur ambition, ils ont chacun aussi leurs problèmes d'homme, de mari, de papa, et en plus de sportif. Donc, rapidement, j'ai commencé à me pencher là-dessus, non pas à travailler, mais à créer des relations, non pas privilégiées, mais des relations individuelles pour faire en sorte de rendre plus performant le joueur à travers une relation humaine très saine. Ce qui veut dire que le métier d'entraîneur aujourd'hui, en tout cas, qui prend en compte toutes ces dimensions, est un métier chronophage. Vous êtes quoi, 23 heures sur 24 totalement dédié au groupe qui est le vôtre aujourd'hui, qui est le Paris Saint-Germain, qui était l'OGC Nice avant, Lille, et on a fait votre carrière jusqu'à vos débuts d'adjoint à Marseille? Moins maintenant. Quand j'étais adjoint, la fonction d'adjoint vous permet aussi d'acquérir beaucoup plus d'expérience et rapidement. Je n'ai jamais souhaité passer du poste de joueur à être entraîneur principal. J'estimais que mon parcours de joueur ne suffisait pas et que j'avais besoin aussi d'être le relais d'un entraîneur par rapport à un groupe, par rapport à un joueur. Et en tant qu'adjoint, on pouvait me solliciter à 2, 3 heures, 4 heures du matin. Parce que souvent les joueurs vont plus facilement vers les adjoints que vers l'entraîneur. Et donc ça a été le cas pendant longtemps, 10 ans je pense, 10 ans, 11 ans. Après quand j'ai basculé sur le poste d'entraîneur principal, ben déjà la première des choses, j'ai essayé de trouver des adjoints qui me correspondaient et qui avaient aussi cette capacité à vivre pour les joueurs, à vivre pour une équipe. Et donc moins sollicité en dehors. Mais il n'en reste pas moins que plus vous montez vers le haut niveau, et au Paris Saint-Germain, on est dans le très haut niveau, on est dans l'excellence, on a des joueurs de classe mondiale. Il est très très important d'avoir en permanence un dialogue à la fois collectif, mais aussi individuel avec les joueurs. Et donc j'y passe évidemment beaucoup de temps. On a aujourd'hui des outils qui est l'outil le plus terrible pour les entraîneurs, c'est le téléphone. Vous êtes donc joignable 24 heures sur 24. Mais j'invite toujours mes joueurs, ils ont toujours mes coordonnées, j'invite toujours mes joueurs à pouvoir me contacter à n'importe quelle heure de la journée. Alors parce que l'écosystème, on a vu, il change en permanence. Des très jeunes joueurs sont exposés très vite à la pression médiatique. On l'a vu récemment dans des affaires à des entourages aussi qui peuvent venir les déstabiliser. Il y a la blessure.
Vous parliez du Paris Saint-Germain, le club de l'excellence, avec des ambitions évidemment considérables. Il faut tout gagner, si j'en crois une interview que vous avez donnée dans l'équipe, à la maison, mais aussi sur la scène européenne. Comment est-ce qu'on bascule avec un groupe de cette envergure quand on a eu le parcours qui est le vôtre? Comment est-ce que vous avez pris la dimension de ces joueurs hors normes dont vous parlez et du club? J'ai déjà beaucoup travaillé en amont dès que mon président m'a annoncé que j'allais être l'entraîneur du Paris Saint-Germain, donc j'ai travaillé en amont. Des images, j'ai beaucoup lu d'interviews, j'ai beaucoup regardé de reportages sur les uns et les autres pour essayer de cerner plus précisément la personnalité du groupe et la personnalité aussi de chaque joueur. Et après, il y a la prise de contact. Très rapidement, j'ai fait en sorte de beaucoup observer, beaucoup écouter. Mes joueurs, mon staff a beaucoup travaillé sur un plan technique, sur un plan de la préparation physique, voilà. Et j'ai été très observateur, très à l'écoute. Et petit à petit, j'ai commencé à aussi avoir des échanges, soit par secteur de jeu, mais aussi de manière individuelle, pour vite prendre la température, mais aussi vite expliquer au groupe, mais aussi aux joueurs de manière individuelle, ce que j'attendais d'eux, ce que j'attendais du groupe, ce que j'attendais de l'image que devait renvoyer le Paris Saint-Germain, notre équipe vis-à-vis de toutes les remarques qui ont pu être faites, les reproches qui ont pu être faits l'année dernière. Moi, je suis arrivé avec sur un plan mental tout neuf, tout frais, et je souhaitais rapidement qu'on renvoie une image très positive. Ça, c'était aussi très important. Mais surtout, c'est vite cerner les personnalités pour pouvoir échanger rapidement avec eux sur les objectifs qui ont été définis et sur ce que j'attendais des uns et des autres dans la vie du groupe. Dans cette préparation qu'on qualifie d'invisible, il y a donc cette relation collective et personnelle que vous avez avec des joueurs. Lorsque vous préparez un match de Champions League, est-ce que vous avez le même discours que quand vous préparez un match de championnat? Oui. La seule différence près, c'est que j'ai des joueurs qui ont l'habitude de cette compétition-là. Plus que vous, si je puis me permettre. Donc vous me faites une belle passe décisive, vous êtes une grande joueuse. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs lors de premier rendez-vous en Champions League. Je leur ai dit qu'ils avaient beaucoup plus l'habitude de ces grands rendez-vous, qu'ils savaient faire, qu'ils avaient l'habitude et qu'ils devaient se lâcher. Et que moi, avec mon staff, on allait les accompagner sur ce premier grand rendez-vous, bien évidemment. C'est aussi ça, quand on parle de management, l'entraîneur-manager ne doit pas être toujours devant, il doit être même très souvent à côté, voire derrière, parce que les principaux acteurs, ce sont les joueurs. Est-ce que vous avez des modèles d'inspiration d'entraîneurs ou de sélectionneurs même, dont vous pressentez de ceux qui se dégagent de leur équipe, c'est la philosophie aussi dans laquelle vous pourriez vous reconnaître? J'ai eu la chance de croiser beaucoup d'entraîneurs depuis que je suis responsable d'équipe. La première personne que j'ai rencontrée et qui pas donné la chair de poule, mais où j'ai été impressionné, c'est M. Carlo Ancelotti. C'est pas un hasard. Qui a été entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est pas un hasard, on a eu l'occasion de se rencontrer lors de la saison 2012-2013, plusieurs fois, je crois qu'on avait joué 4 fois le Paris Saint-Germain, et j'ai beaucoup partagé avec lui, j'ai beaucoup échangé avec lui, j'ai gardé des contacts avec lui, et je suis très attentif, très observateur de la manière dont, non pas son équipe joue, mais surtout dans la manière dont il manage son équipe et comment finalement son équipe arrive à renverser des situations incroyables. Il n'y a pas que l'aspect technique, il n'y a pas que l'aspect physique, il n'y a pas que l'aspect tactique. Il y a un état d'esprit, il y a une force mentale qui se dégage des équipes de Carlo Ancelotti. Et ça, quand on est 2 entraîneurs, on partage, par exemple, des secrets, des expériences, des souvenirs? Oui, on partage des souvenirs, on partage, non pas des secrets, des expériences. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup. S'il y a des choses qu'on ne doit pas dire, c'est sûrement sur un plan technico-tactique.
Chacun a sa façon de jouer, chacun cherche la faille chez l'adversaire, et là-dessus, on n'échange pas trop. Mais on partage sur des expériences, et c'est très enrichissant. Il y a un entraîneur qui me paraît aussi, et que je ne connais pas, c'est Jürgen Klopp à Liverpool, qui dégage... il en impose. Bête, quoi. Ouais, il en impose. Ouais. Mais à l'image, son équipe correspond à ce qu'il est. Quoi. Ouais. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire une équipe volontaire, une équipe qui va de l'avant, une équipe qui a du sourire et qui prend du plaisir et donc qui en donne. Est-ce que c'est ça que vous avez demandé au Paris Saint-Germain? Je tends vers cela. Évidemment qu'il faut déjà, donner du plaisir aux supporters et aux téléspectateurs. Il faut gagner. Il faut gagner, et ça, c'est très important. Mais il y a ce que l'on renvoie en termes de... Et là, on n'est plus dans le jeu. En termes d'effort, de générosité, d'abnégation, d'opiniâtreté. Et ça, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Et croyez-moi, au quotidien, c'est ce que je vis tous les jours depuis le 4 juillet. C'est-à-dire, on est à l'heure à l'entraînement, on ne sèche pas une séance, on se conforme aux règles de nutrition du Paris Saint-Germain. C'est toutes ces règles-là qui doivent être respectées pour que ça marche. Il y a un fantasme derrière les règles, on dirait... Non, mais on n'a rien inventé, je n'ai rien inventé avec Luis Campos, et on a mis en place ce que nous avons mis en place ailleurs, mais ce qu'ont connu nos joueurs du Paris Saint-Germain aussi, que ça soit dans d'autres clubs, en sélection, ou même au PSG. Moi, j'ai rencontré des joueurs très professionnels, très, très professionnels. Dans cette préparation invisible, on a parlé donc de la relation personnelle, le fait d'être attentif à ce qui peut arriver dans l'extra-sportif et qui peut évidemment impacter un joueur. Il y a tout cet environnement médiatique aussi, et on sait qu'à Paris, c'est... Allez, peut-être qu'à Marseille, c'est pareil, mais en tout cas, c'est deux clubs... Je suis l'entraîneur du PSG. Ouais, surexposés, en tout cas médiatiquement. Typiquement, nous avons été interpellés sur le climat. Les joueurs sont censés aujourd'hui se positionner sur de nombreux sujets. Est-ce qu'il y a à l'intérieur du Paris Saint-Germain ou dans le discours que vous avez avec eux aussi cette dimension-là de vous allez être un peu plus attendu que les autres, y compris en dehors du terrain, ou est-ce que vous vous dites, moi, mon taf, c'est le terrain, les résultats et évidemment les titres qui pourraient en découler? Moi, mon job avec mon staff technique, c'est évidemment 90%, 95% du terrain, de la manière dont l'équipe joue et la manière dont on doit jouer pour l'emporter. Mais il y a aussi au sein du club des gens qui étaient déjà là les saisons précédentes, mais aussi l'arrivée de Luis Campos, sur lequel on insiste sur l'image que l'on doit renvoyer. Les joueurs du Paris Saint-Germain sont très, très, très exposés. Et le moindre... À Paris, le verre est toujours à moitié vide. Il n'est jamais à moitié plein. Mais ça, il faut maintenant l'intégrer. Et c'est de vous, ça? Et surtout que des fois, il n'y a pas beaucoup d'eau dans le verre. Hein. Oui, exactement. On va revenir à... Ouais. Et donc, automatiquement, on passe des messages, mais non pas devant le groupe, de manière individuelle, ou quand il y a... Vous savez, dans une équipe, il y a toujours des mini-groupes, non pas des clans, des mini-groupes, des affinités, par les origines, par leur parcours de carrière. Par leur âge aussi, par leur âge, par la génération, voilà. Donc il y a des affinités. Dans ces groupes-là, on passe des informations sur attention, en ce moment il y a cela, faites attention à cela. On voit tout ce qui se passe autour du football français. Mais on n'a pas peur de parasiter les joueurs, ou est-ce qu'au contraire on se dit que c'est exactement l'inverse, qu'il faut leur donner toutes ces informations, mettre à leur disposition un certain nombre d'outils pour que justement ils soient préparés et que ce qui se passe sur le terrain ne soit pas un moment impacté par des choses à l'extérieur? Non, je ne sais pas, on ne les prépare pas. Par définition, quand vous êtes footballeur, vous êtes jeune. Oui. Aujourd'hui, c'est bien notre drame à tous. Voilà. Aujourd'hui, un footballeur, quand il a 35 ans, on dit qu'il est vieux. Moi, j'ai des enfants qui ont 35, 33 et 31. Ce sont toujours mes petits-enfants. Et croyez-moi, les sportifs, en règle générale, plus précisément les footballeurs, parce que c'est mon domaine, ils sont beaucoup plus matures
que tous les autres jeunes. Parce qu'ils sont confrontés à la réalité. On n'est pas hors sol. Ils sont confrontés à la réalité très jeune de ce qui est la compétition. Déjà, vous savez, le week-end, à Paris Saint-Germain, ils doivent déjà battre 3 équipes par semaine. Mais pour pouvoir battre 3 équipes par semaine, ils doivent être meilleurs que leurs partenaires. Il y a une sélection naturelle qui se fait chaque jour, chaque semaine, quand je donne une composition d'équipe ou que je pose des noms sur une feuille de match. Ils sont confrontés donc à la concurrence depuis très tôt, depuis 13, 14 ans. Donc ils sont prêts à cela et ils gagnent en maturité. On a l'image du footballeur irresponsable, c'est faux. Faux. Le footballeur très jeune, il est déjà marié, il est déjà papa. Il a des responsabilités sur un plan familial, parce qu'il est aussi le petit frère ou le grand frère, il est aussi le petit garçon. Tout cela. Et il a une énorme pression au quotidien. Et ce quotidien-là et cette pression-là, c'est quelque chose que j'ai intégré très rapidement parce que il m'est arrivé évidemment dans mon parcours de rencontrer des joueurs que je pensais non investis ou désabusés et qui finalement qui étaient en perte de confiance incroyable, mais non pas par rapport à des résultats sportifs ou des performances sportives, parce qu'il y avait de gros problèmes autour d'eux. Et c'est là-dessus que je demande à toute mon équipe aussi d'être très vigilant. Quand un joueur ne comprend pas plusieurs fois d'affilée, c'est peut-être que nous on s'est mal expliqué, ou peut-être qu'en ce moment il n'est pas prêt à écouter cela, parce que derrière, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui de manière individuelle, dans sa famille, dans ce qu'il attendait. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on a cette intuition-là? On le convoque, le joueur, et on lui dit « parlons-nous ». Vous faites ça? Si on le convoque, il ne parle pas. C'est la définition de la convocation. Vous convoquez un joueur dans le bureau de l'entraîneur. Alors comment vous faites pour on marche autour du terrain. On marche autour du terrain. Le rendez-vous, il est sur le terrain. C'est là-dessus qu'ils sont bons, c'est là-dessus qu'ils se sentent à l'aise, c'est cet endroit-là où ils sont en confiance. Eh bien, on reste sur le terrain. On ne convoque pas un joueur. On reste et on fait en sorte de partager. On l'incite à travers certaines techniques à le faire parler et on va chercher ce qui ne va pas. Mais comme ce sont des garçons jeunes, sensibles, rapidement on arrive vite à cerner où est le problème. Mais alors du coup, moi en vous écoutant, je me dis qu'il y a un pilote dans l'avion de l'équipe. Non. Dans le train. C'est mieux. C'est vrai. Mais parfois, dans un avion aussi. Mais du coup, qui vous pilote? Qui coach? Qui manage le manager? Ah, il ne faut pas me chercher, moi. Qui manage le manager, Christophe Galtier? Vous, par exemple, quand vous avez des coups de moins bien, parce que ça doit arriver à un entraîneur d'avoir des coups de moins bien, c'est terrible, cette pression. Le premier refuge, c'est la famille. Ouais. C'est l'épouse, évidemment, c'est l'épouse. Mais comme je cherche à protéger aussi ma vie familiale, mon épouse et mes enfants, j'ai rencontré tout au long de ma carrière des gens avec qui j'ai collaboré, avec qui j'ai échangé, des gens qui sont spécialistes sur la préparation mentale, oui, sur la préparation mentale, mais je n'ai jamais souhaité avoir un préparateur mental dans une équipe. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je pense que ça doit venir du joueur et non pas l'entraîneur ou le club. C'est-à-dire que l'athlète individuel on est en retard dans le football. Aller... Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a plein de grands sportifs qui désormais ont un préparateur mental, l'assument, et certains pays, même de foot, ont des préparateurs mentaux. Alors, beaucoup de sportifs, et normalement de sport individuel, ont un préparateur mental, c'est un fait. Dans le football, c'est un sport collectif, dans d'autres sports collectifs, oui, où il y a un préparateur mental. Là, dans le football, c'est un peu fermé, je ne sais pas pourquoi. Plus en France qu'ailleurs, vraiment en Angleterre, en Allemagne, il y en a de plus en plus. Oui, c'est pas culturel chez nous, ça c'est sûr. Mais je n'ai jamais souhaité, je pense que la démarche, elle doit être personnelle. Et j'ai eu cette démarche-là aussi rapidement quand j'ai pris mes fonctions à Saint-Étienne. Parce que quand vous êtes adjoint, c'est une chose, mais quand vous êtes, en fait, quand vous êtes entraîneur, vous êtes seul. Seul. Vous prenez une décision et derrière cette décision-là, vous êtes seul. Et vous devez l'assumer. Et c'est
J'ai rencontré donc une personne avec qui j'ai collaboré, non pas sur les profils de mes joueurs, je ne voulais pas qu'ils cherchent à me décortiquer le profil psychologique d'un tel, mais surtout de travailler sur moi, sur ma posture, sur la manière dont je devais me comporter vis-à-vis du groupe par rapport à une situation précise, victoire, défaite, situation de crise, et aussi me permettre, et c'est là où j'invite les sportifs de haut niveau à un certain moment, vous savez, tous les jours, vous croisez tous les jours, on croise beaucoup de personnes, mais tout le monde, c'est valable pour vous, tout le monde, il y a toujours des personnes qui arrivent, qui sont négatives. Vous avez un sac à dos, vous partez le matin, il n'y a rien dedans, si vous avez un yaourt, tranquille, et vous croisez une personne, oh mais t'as vu, il s'est passé ça, bim, un caillou. Et au fur et à mesure, vous rencontrez des personnes, et quand vous arrivez à mi-journée, vous avez une tonne de cailloux dans le dos que vous portez, parce que vous avez rencontré pas mal de personnes qui avaient un esprit négatif. Donc il faut quelqu'un qui nous aide à vider ce sac à dos, en fait. Quelqu'un? Non, il y a des techniques pour éviter qu'on le remplisse. C'est mieux que d'avoir à le vider. Oui, une fois qu'on l'a vidé, ça veut dire qu'on a marché. Donc voilà, j'ai rencontré donc une personne avec qui j'ai beaucoup collaboré sur cela, et ça m'a beaucoup apporté, et surtout avec l'enchaînement des matchs et l'exposition. Physiquement, c'est difficile, il faut garder de la lucidité, et cette personne-là m'a donné les techniques nécessaires pour essayer de ne pas être englouti par tout ce qui était négatif autour de nous, autour de moi. Alors je vois Églantine et Messaoud arriver, ça veut dire que c'est bientôt l'heure. Vous avez une revendication, messieurs, dames? Celle de donner la parole à la salle. Celle de donner la parole à la salle. Juste préparez votre première question. Moi, j'en ai une petite dernière. C'est une saison particulière avec une Coupe du Monde en plein milieu. Le rythme des matchs pour les équipes engagées en Champions League sur le continent européen est ultra intense. Est-ce que vous avez adapté cette préparation-là, au-delà du physique, toutes les autres préparations invisibles à ce rythme infernal? Concernant la préparation physique, proprement dit, non. On est sur quelque chose qu'on a l'habitude de faire avec mon staff et mes préparateurs physiques. Par contre, on est allé chercher beaucoup d'outils sur ce que sont les datas, sur l'évaluation physique des joueurs, sur l'accompagnement sur un plan de la nutrition, de l'hydratation. Tout ça, ça donne des données, ça produit des données qui vous éclairent, vous, en tant que coach. Qui éclairent mes équipes. Ouais. Moi, je ne suis pas trop là-dedans, mais oui, on a un feu tricolore, on a rouge, orange et vert. Et à travers toutes les données que l'on peut récolter dès le matin, à l'arrivée du sportif, à l'arrivée du joueur, à travers toutes les données que l'on peut récolter, match, avant séance, post-séance, on a vite l'état de forme du joueur. On a accentué sur la prévention. Et évidemment. On fait du sur-mesure alors, du coup, quasi? Pas trop quand même. D'accord. Parce que le sur-mesure vous fait tomber dans une zone de confort qui devient très inconfortable pour être performant. Il y a une question là. Bonjour. Bonjour, je suis Sylvie Grimblat, je suis préparateur mental de sportifs. Ah. Et j'aimerais savoir si c'est vous que Christophe Galtier a rencontré ou pas? Malheureusement non, mais on se voit après. Donc j'aurais une question, j'aurais voulu savoir si pour vous, la peur de gagner est-elle un mythe? Et qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Merci beaucoup. La peur de gagner. On connaît la peur de perdre. toujours qu'on a la peur de gagner. Le Paris Saint-Germain a eu un petit peu peur de gagner dans certaines phases finales de Champions League ces dernières années, mon cher Christophe Galtier. Je ne suis pas convaincu que ça existe, la peur de gagner. Je ne suis pas convaincu. Je pense qu'il faut créer l'environnement. Il faut vraiment créer l'environnement autour du sportif, autour de l'équipe, pour être le plus performant possible. Mon préparateur m'a dit un jour, m'a posé la question, sais-tu pourquoi ton garçon, un jour, s'est levé et s'est mis à marcher? Bon, je lui ai dit, oui, parce qu'il avait envie de se mettre debout et de marcher. Il me dit non, précisément non. Il me dit, quand il est tombé la première fois, tu as fait quoi? Ah ben, j'ai dit, j'ai eu peur. Il a dit oui. Et la deuxième fois, la deuxième fois, il me dit, tu l'as grondé? J'ai dit non, je l'ai encouragé à répéter, à recommencer, à répéter.
Et tout en recommençant et répéter le fait de vouloir marcher, de se lever, je l'ai aussi corrigé. Et je crois tout simplement que cette phrase-là est très importante. Quand un sportif, un joueur, une équipe est en situation d'échec, il faut l'inciter à répéter, recommencer, tout en corrigeant ce qui n'a pas fonctionné. Une autre question? Bonjour. Je vais parler du Paris Saint-Germain puisque c'est le club que vous entraînez actuellement. En 96, c'est la seule année ici. Pardon. Vous pouvez vous lever, levez-vous. Excusez-moi, madame. Voilà. 96, c'est la seule année où le Paris Saint-Germain gagne une Coupe d'Europe, la Coupe des Coupes. C'est aussi la seule année où on a un préparateur mental pour l'équipe, en la personne de Yannick Noah, qui avait appris aux chanteurs une chanson qui commençait par yé yé yé, qui les avait fait sortir, leur avait fait des séances sur la plage pour les préparer à avoir envie de gagner collectivement. Nous, les supporters du Paris Saint-Germain, on a profondément le sentiment que l'équipe a besoin de passer par-dessus de réels traumatismes qu'on a vécu avec eux. Nous, les supporters, on est traumatisés et on aimerait vraiment que vous sachiez qu'à la prochaine humiliation, on meurt. Donc, est-ce que c'est Madame, vous avez la Attends. voisine en dessous qui va vous accompagner tout au long de la saison. Est-ce que c'est Pia? Pia, c'est toi? Oui. Ah voilà. Alors je vous présente Pia Clemens qui anime le 100% Paris Saint-Germain sur France Bleu Paris toutes les semaines et qui est une vraie trauma du Paris Saint-Germain. Mais pour reprendre la question de Pia, Yannick Noah était arrivé, on le sait, uniquement sur la fin. Hein. Il était venu, c'est Michel Denisot qui l'avait appelé pour qu'il puisse venir. Louis, ouais. Exactement. S'il faut rendre à Louis ce qui est à Louis, parce que sinon honneur déjà à Louis, qui était l'entraîneur français qui a gagné une Coupe d'Europe. Exactement. Louis fait partie de ceux qui ont compris qu'à un moment donné, peut-être, il fallait quelque chose d'extérieur qui vienne. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous pourriez effectivement penser si vous êtes en finale? Pour reprendre la situation, je pense que Yannick Noah n'était pas le préparateur physique, le préparateur mental du Paris Saint-Germain. Il est venu sur une mission, et c'était bien vu de la part de Louis, sur une mission pour faire en sorte de peut-être ne pas jouer le match avant. Peut-être. Ne pas faire la finale avant et dédramatiser l'événement, relativiser l'événement. Je pense qu'il y a aussi cela. Il faut relativiser l'événement et ça avait été une belle réussite. Est-ce que moi j'irai vers cela? Je pense que je ne peux pas vous répondre, chère madame, chère supportrice du Paris Saint-Germain. Parce qu'il faut que ça soit accepté, validé. Ce n'est pas l'entraîneur qui impose ça. Si les joueurs refusent cela, si l'environnement de l'équipe refuse cela, vous êtes à l'échec. Donc je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. On verra, Pia, quand ils seront en finale, rassure-toi. Mais il faut mettre une cellule psychologique pour les supporters dans ce club, parce qu'il y a effectivement eu un grave traumatisme. Est-ce qu'il y a une autre question pour Christophe Galtier? Alors, voilà, monsieur. Bonjour, monsieur Galtier. Je voulais savoir si la préparation invisible était la même pour le Paris Saint-Germain ou pour d'autres clubs, l'OGC Nice, Lille, Saint-Etienne. Et s'il y a des différences, quelles sont ces différences? La différence, c'est le public que vous avez. La différence, elle est sur... J'entends des joueurs de très haut niveau, qui ont beaucoup de vécu, et l'approche, même si on cherche à avoir la même approche sur la préparation mentale, elle est faite de manière différente, elle est faite des fois de manière invisible, à la fois pour le joueur et surtout pour le joueur, parce que ce sont des joueurs qui sont aussi très entourés sur un plan professionnel et qui ont, eux aussi, tout un staff avec qui ils travaillent et qui collaborent tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et que je peux pas aborder les joueurs du Paris Saint-Germain, mes joueurs du Paris Saint-Germain, comme j'ai pu aborder un jeune joueur de l'OGC Nice ou un jeune joueur du LOSC. Il reste 2 minutes, alors peut-être une question ou 2 questions rapides. En haut, pardon. Ou en haut. Ici, pardon. Bonsoir, voilà. Bonjour. D'abord, je voudrais féliciter Nathalie Iannetta pour son talent. Et parce que depuis
Et parce que... C'est pas moi qui vais faire gagner une Champions League, par contre. Et parce que sincèrement, depuis des années, vous tirez le sport vers le haut. Et ça, Merci. c'est très important. Et le sport, on a vraiment besoin. Alors maintenant, Voilà. c'est quoi la question? Alors, bonjour, Monsieur Galtier, bienvenue Bonjour. à Paris. Donc, je suis parisien et supporter du Paris Saint-Germain et je partage avec Ah ouais, ça personne fait qui deux intervenu dans la tout à l'heure cellule nos derniers psychologique. espoirs pour qu'enfin Paris gagne la Champions League. Ma question, vous parliez des joueurs et de ce capital humain. Tous les sportifs de haut niveau consacrent 95% de leur énergie dans la performance et pour être des athlètes de haut niveau. Est-ce qu'il y a une place, et qu'il reste une petite place pour, dans le rapport que vous avez avec les joueurs, pour la culture générale, la citoyenneté, le civisme et toutes ces valeurs qui font partie du sport? Est-ce qu'il reste une petite place dans le temps que vous leur consacrez pour ça? Merci. Allez, Paris. Je vous disais tout à l'heure que, par définition, le joueur est un jeune garçon, mais aussi par rapport à mon vécu, le jeune joueur est déjà beaucoup plus mature qu'un autre jeune, ça c'est sûr. Ne pensez pas que les joueurs sont hors sol et dans une bulle. C'est pas vrai, ils s'informent, ils sont au courant de ce qui se passe dans le monde. Croyez-moi qu'ils sont au courant. Ils sont, la plupart, ils sont parrains d'associations, mais non pas parrains. Plus que ça, oui. Plus que ça. Parrains pour l'image, pas du tout. Ils ne le montrent pas, vous ne le savez pas, ils sont très généreux, ils défendent des causes nobles et ils sont très cultivés. Et ils sont très cultivés, d'autant plus que depuis maintenant des années, vous avez des vestiaires avec différentes nationalités. Donc ils s'intéressent à ce qui se passe en Espagne, en Italie, en Amérique du Sud, en Afrique, dans les pays du Maghreb, dans les pays de l'Est. Ils s'intéressent à tout, parce que tous les jours, ils ont des échanges sur ce qui se passe à travers le monde. Allez, une dernière question, parce que là, après, c'est terminé. Ah bonjour. bah, c'est vous qui avez gagné la dernière. Bonjour Christophe Galtier, pardon. Vous avez parlé de préparer votre discours dans la défaite, dans la victoire. Et je voulais savoir quelle place a l'improvisation dans votre management. Et je profite de ces quelques secondes pour pas lancer un avion en papier, mais une bouteille à la mer. Je recherche une alternance dans le management du sport. Ah, ça c'est malin, bravo. On va s'occuper de vous. On va s'occuper de vous après, alors. Et je serais ravi de, voilà, s'il y a des structures qui ont des offres à pourvoir, d'échanger avec vous à la fin de cette conférence. Voilà, merci. La question, vous pouvez me répéter la question? Oui, pardon. Sur l'improvisation dans le discours, est-ce qu'on a préparé son discours de victoire, préparé son discours de défaite? Est-ce qu'on improvise aussi? Non, on n'improvise pas. Il faut être naturel. L'entraîneur ne joue pas un rôle, il n'est pas un acteur. J'ai jamais accepté un micro sur moi, j'ai jamais accepté une caméra. Je suis pas un acteur, je prépare pas cela, mais j'improvise pas. J'adapte en fonction des circonstances mon discours. Merci Christophe Galtier. Merci à vous, merci pour votre accueil. Cette masterclass sur la préparation invisible. Merci à vous. On va vous inviter à passer par là. Merci Christophe. Et s'il n'a pas d'alternance, ce sera votre faute évidemment. On est tous d'accord.